Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info pour un magazine grand format spécial consacré à l'épopée victorieuse de la Roca Team en Eurocup. Bonsoir Émilie. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Et oui, elle est là, cette Eurocup. Ils l'ont fait, ils l'ont ramenée à la maison comme ils l'avaient promis. Et pour revenir sur ce premier titre européen de l'AS Monaco, nous allons accueillir plusieurs joueurs. Le capitaine d'Ibost sera par exemple avec nous, Mathias Le Sort également. Mais tout d'abord, saluons nos premiers invités. Il s'agit de Zvezdan Mitrovic. Bonsoir, et Oleksiy Yefimov. Messieurs, est-ce que vous réalisez que vous l'avez fait, vous avez remporté le premier titre européen de la Roca Team? Oui, il faut évidemment un peu plus de temps pour réaliser ce que nous avons accompli, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une victoire historique pour la principauté de Monaco, mais également pour le basketball français, parce que c'est la première fois qu'un représentant de la Ligue française devient le champion de l'Eurocup. Je pense que nous allons le réaliser pleinement quand nous verrons des équipes comme Real Barcelone qui viendront à Monaco. Coach, si on vous avait dit en début de saison que vous allez gagner l'Eurocup, est-ce que vous y auriez cru, tout simplement? Absolument pas. Pour être honnête avec vous, même à la fin du jeu, de la dernière partie à Kazan, je me disais, ça y est, c'est fait, c'est fini. Mais bien sûr, maintenant, on a réalisé qu'on a réalisé un exploit exceptionnel et on profite réellement cette semaine de ce succès. Alors, nous avons suivi cette belle épopée ensemble, cette belle aventure, puisque vous nous avez intégrés à l'équipe tout au long de la saison. Et je vous propose, avant de parler plus amplement de ce titre en Eurocup, de revoir et de revivre ce parcours ensemble. 17 victoires, 6 défaites. Voilà le bilan de la Roca Team en Eurocup cette saison. Une épopée victorieuse débutée dans une poule ultra relevée en saison régulière, avec notamment la Virtus Bologne qui gagnera 19 matchs consécutifs avant de perdre ses 2 seules rencontres de la campagne en demi-finale contre Kazan, ou encore le Lokomotiv Kuban Krasnodar, futur quart de finaliste. Monaco termine 3e de cette première phase derrière les Italiens et les Russes, avec un bilan de 6 victoires et 4 défaites, validant son ticket pour le top 16, avec la 2e meilleure défense des 24 équipes en lice. Un top 16 où Rob Gray fait ses débuts européens avec la Roca Team et où les grandes ambitions monégasques vont commencer à naître, avec notamment une victoire référence de 15 points contre Badalone, suivie d'une autre tout en maîtrise à Malaga, 98-89. Monaco boucle cette phase avec 5 victoires et une seule défaite et termine première de son groupe avec l'avantage du terrain contre Podgorica en quart de finale. Un avantage que l'ASM va perdre immédiatement avec une défaite d'1 point, 77-76 face aux Monténégrins lors du match 1. La Roca Team, dos au mur, n'a plus le droit à l'erreur et remporte le match 2 à Ljubljana de 10 points avec une défense impressionnante et une intensité folle sur le terrain. Un acte fondateur, les joueurs de coach Mitrovic ne perdront plus un match de toute la compétition. Bon, on s'est battu comme des chiens ce soir. Je pense que c'est comme ça qu'on doit jouer, c'est l'identité de cette équipe. À chaque fois qu'on doit être sur le terrain, on doit jouer comme des chiens. La Roca Team se défait de Podgorica au match 3, 90-87, avant de sweeper Gran Canaria en demi-finale 2-0, avec un shoot au buzzer de Rob Gray, désormais entré dans la légende, pour offrir le match 2 et propulser l'ASM en finale et surtout en Euroleague. Une finale où Monaco ne part pas favori face à l'Unix Kazan et son armada de joueurs américains. Pour raisons sanitaires, Monaco récupère l'avantage du terrain lors du match 1 et va en profiter en s'imposant 89-87. La suite, vous la connaissez, un exploit retentissant lors du match 2 avec ce tir ultra clutch de JJ O'Brien en Russie pour placer la Roca Team sur le toit de l'Europe. Messieurs, ce titre, est-ce que cela va au-delà de vos espérances? Vous vous êtes dit au début de l'année, on va remporter l'Eurocup, ou au contraire, notre objectif, c'était peut-être un top 8? Avant la saison, on ne pouvait même pas imaginer que nous pourrions aller si loin, et pas seulement nous, mais aucun expert ou même nos adversaires n'auraient pu imaginer
que Monaco puisse être couronné de la sorte à la fin, je pense que ça se rapproche du miracle. Mais je crois que Monaco est le seul endroit au monde où les miracles arrivent, donc quelque part ça s'explique. Alexis, le coach parlait d'organiser une équipe. On sait que le basket est un sport collectif, bien sûr. Mais est-ce que l'ajout de Rob jusqu'avant le top 16, ça a été une des clés, une des pièces à ajouter pour aller jusqu'à ce titre? Je n'aime pas mettre en valeur, mettre en lumière quelqu'un parce que je pense que c'est la réussite de l'équipe qui compte. Mais oui, je pense que pendant la saison, nous avions fait quelques changements pertinents. Ce n'est pas que Rob qui nous a rejoints pendant la saison, mais c'est également Mathias Le Sort. Ces deux joueurs, Mathias évidemment était MVP, donc nous avions eu déjà une bonne équipe au début et pendant la saison, nous avons réussi encore à la consolider. Zvezdan, vous l'avez dit, on prenait match après match, mais à un moment, vous y êtes dit, on peut le faire, on peut gagner cette Eurocup. Peut-être après Bodusa. C'était un peu le tournant. Rappelez-vous, on avait perdu à la maison. Donc après la partie de Bodusa, le match de Bodusa, quelque chose s'est passé et on s'est dit, je pense qu'on peut aller en finale. Alexis, vous l'avez dit, vous n'aimez pas mettre un coup de projecteur sur des joueurs uniquement. C'est vraiment une équipe qui a gagné. Et ce qui nous a frappé avec Frédéric, c'est vraiment cet esprit qu'il y a au sein de cette équipe. Cette alchimie rapidement trouvée. Et qui a donné, on va dire, ce résultat. Cette équipe a quelque chose de particulier. Je parle de caractère, je parle de chimie, d'alchimie. Ils se battent les uns pour les autres et ils se battent pour le club. Donc c'est arrivé, je pense, grâce à notre état d'esprit et à cette alchimie. Et grâce au coach aussi, sûrement. Mais coach, vous avez été élu coach de l'année de la saison en Eurocup. Vous avez déjà eu des titres auparavant, mais j'imagine qu'un titre de coach de l'année en Europe, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Bien sûr, mais être entraîneur de l'année, vous savez, comme a dit Alexei, c'est surtout l'équipe, je pense, la cohésion de l'équipe dont il s'agit, des joueurs. Donc, je suis évidemment très heureux de ce qui s'est passé, mais c'est toujours l'équipe qui produit les bons résultats. Il y a évidemment un entraîneur avec l'équipe. C'est un tout. Je pense également au personnel, à tous les gens qui ont travaillé avec nous. On se bat sur le terrain, mais il y a beaucoup de travail en coulisses pour nous permettre d'atteindre ces bons résultats. Merci infiniment, coach. Merci, Alexis, d'avoir été avec nous dans cette émission. Émilie, Monaco a reçu énormément de messages de soutien de la part du monde du basket français, des supporters, bien sûr, qui malheureusement n'ont pas pu être là pour vivre ces émotions, du prince souverain également et des anciens joueurs de la Roca Team qui ont tenu à passer un message. Ils tiennent toujours à Monaco et à leurs anciens coéquipiers. Écoutez. Franchement, j'étais super content. J'étais super content pour le club. J'étais super content pour la principauté, pour les fans de la Roca Team aussi. J'étais super content. Hein. On a suivi le match avec la famille à la maison. Et non, je t'avoue que j'ai poussé des cris de joie. Hein. Du côté de la Roca Team, ça tabasse. Donc là, les gars on va dire, qui ont repris le flambeau, le font de très belle manière et ça fait plaisir à voir. C'est l'aboutissement de beaucoup d'années au très haut niveau. Le club, tous les ans, pratiquement, depuis la montée de National 2, je crois, si je ne me trompe pas, a vraiment progressé. Et pour moi, c'était, on va dire, vraiment de l'allégresse, quoi. J'étais content. Je me suis dit, vraiment, voilà, c'est mérité. C'est quelque chose qui devait arriver. Il y a énormément de travail et ça, les gens, ils le verront jamais parce que ça se passe en coulisses. Mais s'il y a des résultats chaque année, c'est pas pour rien. Il y a un coach qui a dit que pour gagner une finale, il faut en perdre 4-5. Monaco en a perdu quelques-unes. Ça permet d'engranger de l'expérience. Et je me suis dit, là, c'est le moment, c'est l'apogée, c'est le point culminant de cette expérience. C'est le moment où le club il va se débrouiller pour choper un gros titre majeur comme ça. Le club performe saison après saison, fait toujours de mieux en mieux.
Donc là, cette saison, on est la preuve et on espère qu'elle va se terminer en apothéose. À bientôt, merci encore. Bye, ciao. Ciao. Voilà pour le témoignage des anciens de la Roca Team qui salue donc le sacre de l'AS Monaco Basket en Eurocup. Et nous accueillons nos deux prochains invités qui sont Mathias Lesort et Di Bost. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Di, est-ce que ça vous fait quelque chose de revoir les anciens qui sont toujours attachés au club de la Principauté ? Je pense que c'est très bien qu'ils continuent à nous suivre. Ça montre qu'ils ont passé de bons moments au club et qu'ils se souviennent de Monaco et qu'ils nous suivent encore. Mathias, est-ce que vous connaissiez aussi certains joueurs? Est-ce que vous avez joué avec eux ou contre eux, certains qu'on a vus à l'écran, que ce soit Ali, Amara? Je les connais tous. Yak, on a été formés tous les deux à Chalon. Amara, pendant l'été, avant de signer à Monaco, j'ai parlé avec lui pendant longtemps pour lui demander des conseils sur l'équipe, etc. Ali, j'ai déjà joué contre lui aussi parce que quand j'étais en Pro A, mais les deux que je connais le mieux, c'est Amara et Yak. Vous parliez du moment avant votre signature à Monaco. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un restaurant avec Di et avec Damien notamment, où avant même le début de saison, vous aviez évoqué le fait d'amener cette équipe en Euroleague et sur le toit de l'Europe? Ouais, c'était mon premier jour à Monaco. On a parlé un peu avant quand même. Je suis pas arrivé, j'ai dit ça direct, mais on a parlé de l'équipe, on m'a raconté un peu comment c'était, le coach, etc. Mais j'ai dit que ouais, une équipe comme Monaco en Euroleague, ce serait bien pour tout le monde, même pour l'Euroleague. Avoir une ville comme Monaco, c'est bien. Sur un plan personnel, entre cette médaille de bronze acquise avec l'équipe de France au Mondial et ce titre en Eurocup, où est-ce que vous la placez? C'est plus fort ce titre avec Monaco? Personnellement, je place au-dessus parce que déjà, c'est une victoire. L'équipe de France, c'est un bon résultat, mais ce n'est pas une victoire. Et puis, comme je dis, personnellement, c'est pour moi aussi une revanche par rapport à l'année dernière où j'avais une saison compliquée au Bayern, où je ne jouais pas beaucoup, où ça se passait vraiment pas bien. Et j'étais vraiment dans le doute. Et c'est pour ça que pendant l'été, je suis venu tard, j'hésitais longtemps avant de signer. Je ne savais pas si j'étais prêt à recommencer parce que mentalement, je n'étais pas au meilleur de ma forme, physiquement, je n'étais pas au meilleur de ma forme. Et ouais, c'était un challenge pour moi-même, montrer que je suis meilleur que ce que j'ai fait l'année dernière. Di, pour vous aussi, c'est un titre qui représente pour vous énormément de choses personnellement. Vous êtes là depuis le début. Oui, moi j'ai l'impression, je suis là depuis 2016, je suis revenu, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour venir ici, je reste ici, je suis tout le temps là. Et pour moi, de gagner un titre après toutes ces années d'échecs, c'était vraiment un soulagement. Et j'avais fait tellement de sacrifices pour être là que c'était très bien. D'où l'émotion à la fin du match. La vôtre, Di, la vôtre également. Mathias, on a vu aussi Damien craquer. C'était vraiment... on s'est dit, voilà, le poids de toute une pression qui s'enlevait d'un coup avec l'euphorie de ce titre. Oui, c'était vraiment un gros soulagement pour nous. J'avais eu pas mal d'échecs ici, j'avais perdu la finale. Là, c'était un soulagement. Pour moi, le titre de l'Eurocup est plus élevé que la Ligue française. Donc ça a amené beaucoup de soulagement et ça m'a vraiment permis de me détendre. Et vous, Mathias? Moi, c'est un peu différent. La semaine, on a joué à Paris, à Strasbourg, et on était à l'aéroport pour partir à Paris et mon grand frère m'a appelé pour me dire que ma grand-mère était décédée. Et j'étais vraiment proche de ma grand-mère, j'ai grandi avec elle, j'ai vécu chez elle, on a grandi tous ensemble, ma grand-mère, mes frères, mes cousins, on était à 15 dans la même maison, donc ça m'a beaucoup affecté. Si ce n'était pas pour la finale de l'Eurocup, je serais certainement rentré à Martinique, mais je savais qu'il y avait quelque chose de grand, donc j'ai essayé d'être là le plus possible pour ma famille, pour mes proches, parce que c'était un moment difficile pour tout le monde. Et j'ai dû faire l'enterrement au téléphone avec mon frère, parce que je tenais à être là, présent, même si je ne pouvais pas être là physiquement, mais au moins être là avec eux, essayer d'assister à tout ça, être là pour soutenir ma mère aussi, pour qui c'était très dur. Donc ouais, quand on a gagné le titre, je repensais à tout ça. J'en ai parlé à personne dans l'équipe. J'ai essayé de rester le plus professionnel possible. J'en ai juste parlé au coach parce que
Parce que parfois, je m'isolais un peu et je ne voulais pas qu'ils prennent ça de manière négative, à se dire que je m'écartais du groupe et tout, qu'ils comprennent que j'avais quelque chose de personnel et que parfois je voulais juste prendre du temps pour moi-même et être au téléphone avec ma famille, etc. Il l'a compris, lui non plus, il en a parlé à personne. Ouais, c'était une manière pour moi de lui rendre hommage, de rendre fier ma famille, de leur montrer que voilà, je ne suis pas rentré, mais que c'était pour quelque chose de grand. Et je pense que de là, elle est fière de moi. J'en suis sûre. Dis, Mathias parlait du coach. Quelle relation est-ce que vous et Mathias, vous avez avec lui dans le vestiaire, notamment à Kazan? On vous a entendu l'appeler le maestro. C'est le chef de la meute, on va dire, c'est ça? Oui, c'est un leader, ça c'est sûr. C'est lui qui nous fait avancer, c'est lui qui nous pousse tous les jours. Parfois, on pense que c'est trop, et moi-même, je le pense parfois, mais à la fin de la journée, quand vous voyez des résultats comme ceux qu'on a obtenus, vous comprenez pourquoi. C'est vraiment lui le meneur de la bande. Mathias, pareil. Ouais, le coach, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui veut gagner, il adore ça, il vit pour ça, donc c'est une bonne personne, contrairement à ce qu'on peut penser de l'extérieur et que beaucoup de gens qui ne le connaissent pas personnellement peuvent savoir. C'est quelqu'un de très drôle. Je pense que c'est l'entraîneur le plus drôle que j'ai eu de toute ma carrière. Il est super marrant, il fait tout le temps des blagues et il a trop d'anecdotes par rapport à lui. Et c'est juste que quand il est sur le terrain, il y a une seule chose en tête, c'est gagner. Et il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour gagner, quitte à nuire à sa propre image, on va dire, quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec l'Asvel ou on parlait de sa personnalité, etc. En fait, c'est juste que c'est un mec il est obsédé par ça et que quand il ne gagne pas, ça le rend fou. Quand tu vois que ça ne va pas comme il veut, ça le rend fou. Et peu importe ce que ça va coûter de gagner, même se faire éjecter d'un match, etc., si ça peut aider l'équipe à gagner, il va le faire. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter, même si peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec la manière, mais c'est un coach qui, pratiquement, des équipes où il a joué, il a toujours eu des résultats positifs. À Monaco, à l'Asvel, il a eu des bons résultats. Et même si parfois, comme je dis, j'en aime pas la manière, il faut respecter les résultats qu'il a et il faut tirer son chapeau. Alors on parlait tout à l'heure de cette bonne ambiance, de cette alchimie entre vous, aussi. Mais voilà, de cette bonne ambiance. Et puis il y a Pierre Marsal qui vous a suivi tout au long de la saison, qui a laissé traîner sa caméra dans les vestiaires et qui nous a concocté un petit best-of qui témoigne de cette excellente ambiance avec vous. Je vous propose de la regarder ensemble. Rock on! Team! Let's go! Take me, blood, daddy. Let's go! Yes, sir! Yes, sir! Marcus is in good shape. Oh, Mark, you say he in shape, huh? Marcus. Yeah. Hey, man, nah. 50. Hey, give my money. Who said 50? I didn't say 50. He want me to say 5. Il se passe rien du tout. On a un match important à gagner. 23 piges, le monsieur est grand, hein? C'est un bonhomme maintenant. Là, c'est un bonhomme. Moi, j'ai besoin de mon espace. Avant, je me mettais comme ça dans mon vestiaire quand il n'y avait personne. C'est vrai. Maintenant, t'es là, je peux plus faire ça. T'es mon gars, frère. Oui, mais moi, je t'aime bien, t'es mon gars. Mais je sais que tu prends mon espace. Mais moi, pas s'entendre. Welcome to Monaco, bro. I mean it. On a passé un bon coup de balai, on rentre chez nous, maintenant c'est carré. Les gens ils disaient Monaco continue, qu'on va se faire balayer. Et nous on a pris des balais, on a balayé tout le monde. Mathias, on a un petit peu l'impression que vous êtes l'ambianceur du vestiaire, puis à chaque interview, vous nous délivrez des pépites. Balayer, le carré comme un kiri.
Tout ça, c'est votre rôle au sein du vestiaire? C'est ma personnalité, je suis moi-même, c'est tout. Hein. Je ne fais pas exprès, je ne sais pas d'être drôle. Après, je dis ce qui me passe par la tête. Les gens qui me connaissent savent comment je suis, mais ça fait rien, tant mieux. Oui, c'est un partage de bonne humeur. Et Mathias, quand est-ce que sort le tuto alors? Ah ça, waouh, faut rappeler des gens. Il y a 10 ans, c'est-à-dire il y a beaucoup d'équipes à rappeler. Il n'y a pas que moi qui peux faire le tuto. Moi, je n'étais pas là en N2. Donc, il faut rappeler ceux qui étaient là en N2, il faut rappeler tout le monde. On fait le tuto. Après, il y aura des envieux. On ne peut pas tout dire non plus. Après ce sera plus. Voilà, c'est ça. Dis, c'était quasiment obligatoire d'avoir une telle ambiance entre vous. On sent que vous êtes une vraie famille, une bande de potes. Et c'est ça qui vous a poussé vers les sommets, vers le titre. Oui, le plus important, c'est qu'on est tous responsables les uns des autres. Quand on est sur le terrain et que vous pouvez compter sur l'autre, et qu'on peut se disputer, on peut avoir des désaccords, et regarder la personne, dire « mais tu fais pas ça bien, tu fais pas ça comme il faut ». Et c'est ça qui nous rend vraiment spécial. C'est qu'on a vraiment, comme on l'a dit, il y a beaucoup de chiens, comme vous avez parlé de meute, on est des amis et on est là les uns pour les autres. Et c'est ça qui nous a rendus plus forts. À partir de quand vous y avez cru au titre? C'est difficile à dire. Hein. Le fait de savoir que l'Eurocup cette année, c'était 2 finalistes et pas juste le gagnant, ça ouvrait une porte, même si au final, ça n'aura rien changé parce qu'on a gagné. Mais non, je sais pas, c'est au fur et à mesure de la compétition qu'on s'est rendu compte que on pouvait le faire, quoi. Puis au fur et à mesure de la compétition, on a progressé et puis on s'est rendu compte qu'on avait ce qu'il fallait. Mathias dit, merci infiniment d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour cette émission. On l'a dit, la Roca Team, c'est une équipe, une somme d'individualités, Émilie, où chaque joueur fait sa part du boulot et a son rôle. Et parmi les joueurs, vous avez eu la chance de faire un petit tour de Monaco avec Rob Gray, le MVP des finales. Et je crois que vous l'avez amené du côté du musée océanographique notamment. Et du Palais Princier. Hey Rob. Thank you, ça va? So have you ever been here or not? Is this your first time? First time at the Palace of Monaco, going up the hill, where you have to have the Monaco license plate, so it's just beautiful. Yeah, what do you think about this building? It's very pretty, especially the view behind the palace, looking over the Port Hercules. It's amazing, in the south of France, but it's very pretty to see the view from the Principality. Are you used to live next to the sea or not? No, never. I've never lived next to the sea before. It's not a bad place to live. No. I think that we are lucky. Oh yeah, for sure. Do you like Formula One, Rob? I don't know too much about it, I like to watch tennis and ping pong, if that counts. Huh? I'll play ping pong and watch tennis. Is it usual this? Yeah, a little bit, more and more lately. Is it pleasant? Yeah, for sure. Unfortunately, we weren't able to have the fans this season, but it's always good to feel the love and positive energy that comes from, the fans and the Roca team. How is life in the team? Oh, Are it's you okay cool. with all the teammates? Yeah. We have a team full of comedians. We're always joking and having fun, and winning always makes it even that much more fun. So we won the Eurocup Championship, currently first place in the Jeep Elite. So, we're just trying to enjoy our time together, really continue to build bonds with each other, and just try to, play as a team and win and get better every day. What do you think about Zvezdan? I've enjoyed playing for Zvezdan this year. He's a very demanding coach. He has experience. He's been here in Monaco. He's coached at Pro B,
helped the team to Pro A, to Final Four in Champions League, and now to a European title. So he just wants the best for you, and he wants the best for the team. So you can never not appreciate that, and you know, he's prepared us and helped give us a chance to win. So I'm extremely thankful to be here and play for Coach. So here is the museum. Let's go in. For sure. Rob, what does it represent for you, EuroLeague? It's like if you don't play the NBA, you must play the EuroLeague. Yeah, for sure. The NBA, you know, first and foremost is, you know, I think everyone in the world that plays basketball's dream, and especially as an American kid, Euro Cup, this was my first year, and I'm thankful that we won. Thankful that we were able to make history, qualify the Rocket team into playing in EuroLeague next season, and now I just want to continue to elevate myself and help elevate this club. Merci beaucoup, Rob. Merci à vous. I appreciate you guys for having me out here today. Merci. Our pleasure. Fini. On accueille nos deux derniers invités, deux joueurs, toujours de la Rocket Team, Abdoulaye Ndoye, bonsoir Abdou. Bonsoir. Et JJ O'Brien. Hey JJ. Abdou, est-ce que vous auriez imaginé, avant de signer à Monaco, quand vous étiez à Cholet, vivre une telle expérience et gagner l'Eurocup dès votre première année ici? Non, honnêtement, non. Personne pensait qu'on allait arriver à ce stade, à soulever le trophée. Moi non plus. Moi, j'étais vraiment, voilà, je savais, on avait déjà parlé. L'objectif, c'était gagner un titre. Voilà, l'Eurocup, c'était pas le titre dont je parlais, mais c'est super. En plus, ma première européenne, c'est vraiment parfait. Je crois que pour vous, il y a eu un petit moment avec Damien Inglis, alors que vous aviez pas encore choisi votre décision finale et votre club. Et Damien, en gros, il a joué les agents et vous a dit il faut venir à Monaco, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était la période où j'allais choisir un club. J'étais en vacances, je suis parti à Paris et il y avait Damien justement. Donc on s'est retrouvés au restaurant, on a beaucoup parlé et c'est là où il m'a appris qu'il avait signé à Monaco. Et il me dit, Abdou, viens à Monaco, ça va être bien. Moi, je sais pas, j'hésite. Et voilà, au final, j'ai sauté le pas, je l'ai suivi et voilà. Donc on en a reparlé, tu étais là, je pense. Mais voilà, super, en plus quand tu gagnes un trophée et tu as des mémories comme ça, c'est super. On parlait de l'ambiance au sein du club tout à l'heure, elle est assez exceptionnelle, mais il y a JJ. JJ, on dirait que c'est la force tranquille. Il est vraiment stoïque face à toute cette pression. Est-ce que c'est le cas, JJ? Yeah, definitely so. Tout à fait. Take a step back and, je prends beaucoup de recul. Sit in the back a little bit and read the room. J'écoute et j'observe. Je suis toujours assez introverti. J'ai toujours été comme ça toute ma vie. Donc on a des personnalités comme Dee et Mathias, évidemment. Mais moi, je prends du recul. C'est en général mon rôle d'ailleurs et j'aime bien le faire. On l'a vu aussi sur le parquet lors de la finale 2 face à Kazan. Vous inscrivez les derniers points qui permettent à Monaco de remporter ce titre. Et là aussi, vous êtes impassible. Yeah, especially in that last moment. Oui, toujours dans les derniers moments des matchs, j'essaie toujours de rester très calme parce qu'il y a des gens qui sautent un peu partout, qui s'excitent. Moi, je pense que la force tranquille, comme vous dites, permet de gagner. Donc, je sais qu'il y a un match qui est en train de se passer, qu'on n'a plus que quelques secondes, qu'il y a tout ça qui se passe, mais j'essaie de garder la tête froide. JJ, est-ce que c'est vrai que vous auriez pu évoluer dans l'équipe adverse cette saison, à Kazan? Vous avez été contacté par Kazan pour jouer avec eux en septembre dernier? Yeah, it really came down oui, to my last tout à fait. Monaco mes derniers or deux Kazan. choix étaient Kazan ou Monaco en fait. I would have been in the finals either way, I guess. Donc j'aurais été en finale quoi qu'il arrive, mais j'ai apparemment fait le bon choix de venir à Monaco. Venir ici était vraiment ma préférence parce que je connais bien l'endroit. J'ai eu une très bonne saison l'an dernier ici. Mais c'est vrai que c'était le choix qui s'offrait à moi.
On est au mois de mai, quasiment à la moitié de la saison de JP Elite, mais est-ce que vous êtes d'accord si je dis que vous avez déjà vécu plusieurs saisons en une, avec notamment cette draft NBA? Je sais que pour vous, ça a été une déception au mois d'octobre. Il a fallu un petit peu de temps pour s'en remettre et se mettre dedans et trouver votre rythme, c'est ça? C'est exactement ça. Cette saison, même si on a eu Covid, il y a eu beaucoup d'étapes pour moi, beaucoup d'épreuves. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de venir à Monaco. Et pour moi, je les ai franchis. J'ai passé plusieurs caps et ça m'a fait grandir en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Et c'est vrai qu'avec toutes les émotions que j'ai vécues, ça rend la saison d'autant plus belle, même si elle n'est pas encore finie. Et j'espère encore qu'il y aura plusieurs émotions qui vont arriver. Mais il y a eu beaucoup d'épreuves et c'est vrai que, comme tu l'as dit, up and down, c'était en mode déception, mais aussi beaucoup de réussite. Il y a beaucoup de travail. Et c'est ça qui fait aussi que c'est une bonne saison. Il a fallu aussi s'adapter à la situation sanitaire. Ça a été compliqué d'évoluer cette saison avec le Covid qui plane et puis ces salles vides, sans supporters. Je pense qu'on n'a pas à se plaindre parce que quand on compare à d'autres équipes françaises qui ont joué par exemple un match par mois ou voire deux, nous on a eu l'Eurocup qui a continué. On a continué à s'entraîner, on a continué à jouer quand la Ligue s'est arrêtée. Donc nous, on a continué à avoir un certain rythme. Donc on n'a pas, ça n'a pas été si gênant que ça par rapport à d'autres équipes. Alors vous avez été accueillis par les supporters dès votre retour à Monaco. Ils étaient plus d'une centaine au stade Louis II. Je vous propose de se remémorer un petit peu cette arrivée avec ce reportage. Messieurs, vous avez été surpris de l'accueil qui vous a été réservé au stade Louis II, JJ? Oui, c'était un peu étrange parce qu'on n'avait pas vu autant de supporters pendant toute la saison. Évidemment, à l'exception de Kazan, on n'avait pas vu beaucoup de supporters. Donc, c'était vraiment très sympathique de les voir et de leur ramener en particulier un trophée, de voir qu'ils étaient heureux, excités. Et ça permettait de garder le lien avec eux. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. L'émission Grand Format touche à sa fin. Frédéric, on remercie tout d'abord la Roca Team de nous avoir permis de vivre avec eux, avec les joueurs, avec le staff, avec tout le monde, tous ces grands moments. Merci à la direction de la communication, à Monaco Broadcast pour les moyens techniques, à Pierre Marsal qui nous a livré pas mal d'images, des pépites qui nous remémorent toute cette belle aventure. Et puis on se quitte sur les photos de Manuel Vitali. Exactement. Qui vont nous permettre de revivre cette magnifique épopée européenne. Merci à tous et bonne soirée sur Monaco Info.